Je crois que c'est le combat le plus difficile à pronostiquer. Je l'ai appelé le combat le plus incertain de l'année. C'est peut-être le combat de l'année. C'est Ilia Topuria contre Charles Oliveira, je pense, le combat de l'année pour l'instant, en tout cas la performance de l'année. Ici, on pourrait obtenir la performance de l'année et je pense pas que ce serait de la part de Khamzat Chimaev. Je ne dis pas que Dricus du Plessis va remporter ce combat. Je dis que s'il y a la performance de l'année, ce serait du côté de Dricus du Plessis. Le problème, c'est que du côté de Khamzat Chimaev, on sait exactement ce qu'il va faire. On sait la seule chose qu'il peut faire. En réalité, s'il devient champion, ce serait un des champions les plus limités de l'histoire. Et je sais que ça déplaît pas mal d'entendre ça, parce qu'il a beaucoup de fans, Khamzat Chimaev, mais la réalité, c'est qu'il nous a montré très peu en striking, du moins, comme l'a dit Dricus du Plessis très récemment, le niveau de Khamzat Chimaev en striking, c'est loin d'être un niveau championship level. Lui, personnellement, il a dit que c'est même pas un niveau de professionnel, qu'il lui donnerait même pas sa licence. Évidemment, il abuse, il exagère, mais ça vient quand même de la bouche de quelqu'un qui est un ancien champion de kickboxing. Dricus du Plessis, beaucoup de gens oublient toute sa carrière de kickboxing, mais il a accompli des choses en kickboxing et on ne dirait pas, quand on voit la forme de ses coups, quand on voit la qualité de sa boxe, en tout cas esthétiquement. Mais en réalité, si ça fonctionne, c'est pour une raison. Et on va voir si dans ce combat, la singularité du style de Dricus du Plessis va suffire à battre la simplicité du style de Khamzat Chimaev. Donc on a d'un côté le combattant le plus imprévisible de l'UFC et de l'autre côté le combattant le plus prévisible de l'UFC. Et les deux sont un problème parce que du côté de Khamzat Chimaev, même si on sait à chaque fois ce qu'il va faire, il finit par réussir à le faire. Et du côté de Dricus du Plessis, puisqu'on parle beaucoup de Khamzat Chimaev invaincu, Dricus du Plessis, il est invaincu à l'UFC. Il est invaincu au plus haut niveau. Il est invaincu où ça compte, en tout cas. Là où ça peut avoir une importance, c'est que Dricus du Plessis n'a jamais affronté de combattant invaincu jusqu'à maintenant. Même quand il a affronté Adesanya, il venait de perdre. Il avait déjà perdu 3 fois, mais il venait de perdre juste avant face à Sean Strickland. C'est Khamzat justement qui rappelle ça. Il n'a jamais affronté de combattant invaincu. En plus de ça, les champions qu'il a battus, on parle quand même de Sean Strickland. Non pas que Sean Strickland ne soit pas un combattant, un adversaire compliqué, mais c'est un des pires champions qu'a connu la catégorie. Et il avait battu Sean Strickland avec beaucoup de difficultés la première fois. Oui, le deuxième combat s'est passé différemment, mais on a l'impression que Sean Strickland n'était même pas présent. Dans ses 3 title fights, il a battu 2 fois Sean Strickland. Donc c'est pas non plus 3 title fights incroyables. Il a battu Sean Strickland et Israel Adesanya. Face à Israel Adesanya, il a eu énormément de mal. C'était pas un combat facile du tout. Ça a fini sur un finish, du coup on efface tout. Un finish, ça efface tout. On se dit que ok, il l'a dominé sur un moment à un tel point que ça efface tout le combat. Mais rappelez-vous qu'Adesanya lui faisait quand même du mal en striking. Il y avait des combinaisons vraiment intéressantes du côté d'Adesanya. On a eu un peu presque l'impression de voir le combat entre Adesanya et Alex Pereira la première fois. Combat dans lequel Adesanya a maîtrisé presque tout le combat et s'est retrouvé à craquer sur la fin, 4e, 5e round. Il se retrouve à craquer face à Dricus du Plessis. Ce qui est intéressant à mettre en parallèle avec ce combat-là, c'est que dans ce combat-là entre Adesanya et Dricus du Plessis, on parlait du cardio de Duplessis. On disait à l'approche de ce combat que Adesanya, c'est un combattant pour qui le cardio n'a jamais été un problème. Dricus du Plessis, ça a déjà été un problème. Adesanya n'aura aucun problème à allonger le combat et à prendre l'ascendant sur la fin. Finalement, c'est Dricus du Plessis qui a pris l'ascendant sur la fin. Je crois qu'il a eu une opération au nez, si je ne me trompe pas, Dricus du Plessis, qui a changé la manière dont il arrive à profiter tout simplement de son cardio. C'est un mythe que Dricus du Plessis a des problèmes de cardio. Et qui est-ce qui partage ce mythe avec lui? C'est Khamzat Chimaev. Lui, pareil, il y a un mythe depuis un moment qui est que Khamzat Chimaev n'a pas de cardio. Il le rappelle lui-même. Les gens l'ont incendié après le combat face à Gilbert Burns. Les gens l'ont incendié après le combat face à Kamaru Usman en 3 rounds en disant que si ça avait été 5 rounds, il aurait été foutu. Donc on a 2 combattants qui sont l'opposé en termes de prévisibilité, qui sont tous les deux des problèmes pour leur division et qui sont tous les deux sous-estimés en termes de cardio. Ce que je pense personnellement, c'est que c'est pas une histoire de cardio du tout, c'est pas une question d'endurance, c'est une question de gestion d'énergie. Les deux sont des combattants qui mettent énormément d'intensité dès le début du combat. Khamzat Chimaev, on sait comment, front kick ou middle, et il fonce dans les jambes et il met toute son énergie, toute sa vie pour terminer le combat dans le premier round. De l'autre côté, Dricus du Plessis, c'est tout le combat en fait. Il explose, il ne fait que exploser tout le combat. Au début du combat, c'est très tonique. À la fin du combat, c'est presque équivalent et c'est comme ça qu'il avait battu Adesanya, mais c'est juste moins fréquent. Donc je pense que celui qui a la meilleure gestion de son énergie des deux, c'est clairement Dricus du Plessis. Khamzat Chimaev avec son combat face à Gilbert Burns, si ça ne lui a pas servi de leçon en tout cas, on a vu que c'est un combattant qui ne se casse pas forcément la tête avec la gestion d'énergie. Il ne sera pas là comme Ilian Boafia justement, ou Israel Adesanya, ou Nassourdine Imavov à temporiser, à essayer de gérer le rythme du combat, etc. Non, il est dans l'agression. Et ça a payé jusqu'ici, ça lui a réussi. Mais s'il y a bien un combattant contre qui ça risque de ne pas lui réussir, c'est Dricus du Plessis. C'est le style le plus awkward, le plus
inconventionnels, le plus surprenant qu'on a actuellement dans la division. Si Khamzat pense que ça va se passer comme ça s'est passé avec tous les combattants dans le passé, je pense qu'il se met le doigt dans l'œil. C'est vrai que c'est ce que je disais pour Robert Whittaker, mais ce combat contre Robert Whittaker, il faut vraiment qu'on en parle et qu'on l'analyse. Robert Whittaker n'aurait jamais tapé pour un face crank comme celui-ci. Non pas que Khamzat Chimaev n'a pas de force dans les avant-bras, évidemment il doit avoir un grip incroyable, mais il n'avait même pas placé le face crank. Retournez voir le combat, on voit que Robert Whittaker, il tape immédiatement, il tape presque trop tôt. Et c'est parce qu'il avait un problème à la mâchoire qu'il avait déclaré avant le combat. Donc les gens font exprès d'omettre cette information à chaque fois qu'on analyse ce combat, l'UFC y compris. L'UFC, ils ont fait leur countdown là très récemment et ils expliquent juste à quel point c'est exceptionnel. On entend la voix de Daniel Cormier qui dit « It's amazing that he can do that to a former champion like Robert Whittaker. » Oui, c'est fou qu'il puisse faire ça à un mec comme Robert Whittaker, sauf qu'il lui a pas fait ça en fait. Robert Whittaker, il aurait tenu, il aurait supporté un minimum le face crank, un peu comme Conor McGregor avait supporté pendant une certaine période le face crank de Khabib Nurmagomedov avant de taper. Pareil pour Dustin Poirier. Toutes les fois où on a vu ça, Alexander Volkanovski avait survécu à une position assez similaire face à Islam Makhachev. Donc en fait, ces combattants de haut calibre, à moins qu'ils aient une blessure à la mâchoire avant le début du combat, mais il tape pas aussi vite sur ce genre de position. Il a quoi? Il a abandonné, il s'est dit ok, je vais me faire étrangler, c'est sûr, donc je tape, j'abandonne. Non, il était blessé. Donc cette victoire, elle est en grande partie due à un accident, pour pas dire la chance du côté de Khamzat Chimaev. Alors oui, il prend une position dominante, son adversaire est blessé avant le combat, c'est son problème, c'est une claire victoire. Bravo à Khamzat Chimaev, mais ne considérons pas cette victoire comme un signe qu'il peut battre n'importe qui, surtout pas un combattant comme Dricus du Plessis qui est le premier vrai middleweight que va affronter Khamzat Chimaev. Ça aussi, c'est un argument qu'on rabâche pas assez. Khamzat Chimaev, pour l'instant, il a affronté qui en middleweight? Kamaru Usman, c'est un welterweight. Robert Whittaker, c'est un ancien welterweight. Il n'y a que Dricus du Plessis qui est un vrai middleweight. Et Dricus du Plessis compte même monter de catégorie. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est un combattant qui a un physique énorme pour la catégorie. Oui, Khamzat Chimaev a un physique énorme pour sa catégorie, mais il n'aurait jamais pu aller en welterweight, Dricus du Plessis. Donc il y a quand même une vraie différence. On les a vus ensemble. Khamzat Chimaev est quand même plus imposant que ce que je pensais. Maintenant, il y a une différence entre Dricus du Plessis à l'extérieur de l'octogone et Dricus du Plessis dans l'octogone. Il est hyper impressionnant, on dirait un poids lourd une fois qu'il se retrouve dans l'octogone. Donc voilà, j'attends de les voir dans la cage. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, je fais référence à la vidéo où Dricus du Plessis tape un peu l'épaule de Khamzat Chimaev et il enlève vite sa main. Il enlève vite sa main, on sent un peu déjà la tension entre les deux. Elle m'a pas rassuré, disons, cette vidéo. Non pas que je sois pas pour Khamzat Chimaev, mais j'aime croire que Khamzat Chimaev aura beaucoup plus de difficultés face à un combattant comme Dricus du Plessis. Enfin, on aimerait bien qu'il prenne la ceinture dans un combat assez dur comme celui face à Gilbert Burns, où on peut voir toute la palette de son jeu, que ce soit en striking ou en grappling, pas un combat où il fonce dans les jambes dès le début et il arrive à étrangler l'adversaire d'en face parce qu'il n'est pas prêt ou parce que juste, il n'est pas bien préparé. Mais du coup, pendant leur interaction, on a quand même eu l'impression que l'ascendant était du côté de Khamzat Chimaev, celui qui vient presque en tant que challenger. C'est Dricus du Plessis, c'est lui qui n'est pas invaincu des deux, c'est lui qui n'est pas la superstar des deux. C'est Khamzat Chimaev que les fans attendent, c'est pas Dricus du Plessis. Donc je pense qu'il ressent cette pression, Dricus du Plessis. Si vous allez voir les Embedded, on le sent directement. C'est lui qui doit justifier que c'est pas un challenge pour lui, c'est un challenge pour son adversaire, etc. Khamzat, il est serein, il n'est pas en train d'essayer de se justifier, d'expliquer quoi que ce soit. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils se disent, de voir les mots qui vont s'échanger, puisque je rappelle que Dricus du Plessis, c'est le trash talker de l'année 2024. Il a réussi à faire pleurer Adesanya, à faire pleurer Strickland. Donc qui sait ce qu'il peut faire à Khamzat Chimaev, en tout cas mentalement. En tout cas, pour l'instant, c'est Khamzat Chimaev qui semble avoir l'ascendant. Ce serait la première ceinture du Tchétchène. Et il est tellement serein qu'on dirait même pas qu'il va combattre pour le titre. Et il le dit lui-même. Pour lui, c'est juste un combat de plus. Depuis qu'il a commencé le MMA, il se considère comme un champion. Depuis qu'il a commencé le MMA, il dit « Où est ma ceinture UFC? Où est ma ceinture UFC? Je suis déjà le champion. » Pour moi, qui ai plutôt tendance à vouloir parier pour Dricus du Plessis, j'avoue que ça me fait un peu peur parce que je sais que ce genre de combattants qui ont ce plot armor, qui sont protégés par le fait que c'est eux les personnages principaux, comme on avait avec Sean O'Malley jusqu'à l'arrivée de Merab Dvalishvili, je sais que ces combattants finissent par nous donner tort. Il m'a déjà donné tort beaucoup de fois dans le passé, mais à chaque fois il y avait une circonstance assez particulière. Contre Kamaru Usman, c'est une circonstance super particulière. Il avait quand même que 10 jours pour se préparer, Kamaru Usman. Contre Robert Whittaker, c'était une circonstance particulière. Robert Whittaker était blessé et comme par hasard, il a attaqué la zone où il était blessé. Là, si Khamzat Chimaev se retrouve dans la même position dans laquelle il s'est retrouvé face à Robert Whittaker,
face à Dricus du Plessis, je pense que Dricus du Plessis va s'en sortir comme Kamaru Usman au moins. Je vous rappelle que Kamaru Usman, il avait shake Khamzat Chimaev de son dos, il l'avait fait tomber et passer au-dessus de lui. Je pense que Dricus du Plessis, il a évidemment étudié toutes les manières de défendre la lutte de Khamzat Chimaev. C'est un des combattants qui étudie le plus ses adversaires. Et lui, c'est pas seulement qu'il le dit ou qu'il le montre, bah, ça se voit dans la cage. Il arrive à battre tout le monde. Encore une fois, pour l'instant, personne n'a réussi à battre Dricus du Plessis à l'UFC. La zone dans laquelle je pense que Chimaev aurait eu énormément de mal face à Whittaker, c'est la zone dans laquelle Dricus du Plessis a réussi à battre Robert Whittaker. Donc il y a beaucoup de signes logiques qui nous montrent que normalement, c'est Dricus du Plessis qui devrait être favori dans ce combat. Mais il y a une aura, une hype, une certaine chance, il y a quelque chose du côté de Khamzat Chimaev qui fait qu'on ne peut que pencher vers lui. Et du coup, imaginez à quel point ce serait tragique pour l'UFC si Khamzat Chimaev perdait maintenant. On va voir plus tard dans la vidéo qu'en réalité c'est tragique pour l'UFC dans les deux cas, mais en cas de défaite c'est tragique. Pourquoi ? Parce que Khamzat Chimaev, c'est un combattant qu'on imagine champion depuis le début. C'est un combattant qu'on visualise comme une des plus grandes superstars. Donc en fait, on le met au même stade que les champions. Depuis qu'il est arrivé, on dit qu'il peut battre Adesanya, alors qu'Adesanya était champion. Depuis qu'il est arrivé, on disait, avant qu'il l'affronte, il peut battre Kamaru Usman, alors que Kamaru Usman était champion. On disait qu'il pouvait avoir les 3 ceintures. Il avait que 2 combats à l'UFC. J'exagère un peu en disant 2, mais il avait 3-4 combats à l'UFC, qu'on parlait déjà de potentiel triple champion. Là, si Khamzat Chimaev connaît sa première défaite face à un combattant qui n'est même pas si légendaire que ça, on parle de Dricus du Plessis, ok, c'est un excellent combattant, mais en termes d'image, en termes de hype, c'est pas comme s'il avait perdu face à Adesanya et qu'il pouvait revenir. Et non, on va pas se dire ça. On va se dire, ok, en fait, il a pas le niveau du champion, parce que lui, il représente justement le niveau des champions qui ne sont pas montés grâce à leur hype, qui ne sont pas montés grâce à ce qu'ils font à l'extérieur de la cage, à leur prestance, etc. C'est un pur artiste martial dont on n'entendait pas parler avant sa victoire face à Robert Whittaker, alors que Khamzat Chimaev, dès ses premières victoires face à des randoms, on entendait parler de lui parce qu'il jouait bien le jeu justement de la superstar, il utilisait bien sa bouche tout simplement à l'extérieur de la cage. C'est ce qui a fait de lui une superstar. S'il perd ça, bah Khamzat Chimaev peut ne plus être une superstar, il peut devenir un simple nouveau contender dans la liste comme Robert Whittaker, comme Paulo Costa. Rappelez-vous à quel point Paulo Costa était une superstar. Aujourd'hui, Paulo Costa, c'est un combattant comme un autre. Et pourtant, il avait ce statut Chimaev. D'ailleurs, les deux, justement, devaient s'affronter à cause de leurs 2 star power et à cause de la baisse du star power de Paulo Costa. Khamzat Chimaev s'est retrouvé à dire je veux même pas l'affronter, il mérite pas que je l'affronte, il est pas à mon niveau dans la cage, c'est évident, mais il est même pas à mon niveau, enfin il va pas m'aider en termes d'engouement à vendre le combat, c'est moi qui vais l'aider. Et il a raison quand il explique ça à Khamzat Chimaev. Paulo Costa doit revenir faire du chemin avant de pouvoir redemander un combat face à lui. Et il risque de se retrouver dans la même position s'il perd de manière décisive face à Dricus du Plessis. On n'est pas à l'abri d'un scénario catastrophique. Il est grave possible que Khamzat Chimaev n'obtienne pas son finish pendant le premier round, qu'il soit très fatigué ou qu'il se casse la main, comme il s'était soi-disant cassé la main face à Kamaru Usman, et que Dricus du Plessis lui fasse la misère pendant les 4 rounds suivants. Voire qu'il le finisse. Parce que en boxe, Khamzat Chimaev, il a eu du mal face à Kamaru Usman. J'annonçais que justement il aurait du mal face à Robert Whittaker, mais on n'a même pas eu le temps de voir ses phases de boxe parce qu'il a réussi à emmener Robert Whittaker au sol très rapidement. Mais imaginez ce que Dricus du Plessis, du coup ex-champion de kickboxing qui a réussi à battre Israël Adesanya, Robert Whittaker, Sean Strickland qui est un des meilleurs strikers quand même, faut le dire en termes de boxe pure, en boxe anglaise, il a réussi à battre tous ces excellents strikers. Qu'est-ce que vous croyez qu'il peut faire contre lui? Imaginez les dégâts qu'aurait fait Dricus du Plessis face au Khamzat Chimaev qu'on a eu face à Kamaru Usman. J'ai parlé du fait qu'il a réussi à emmener Robert Whittaker au sol et qu'il a réussi à le garder au sol, mais c'est faux. En réalité, il a réussi à le ramener au sol. Robert Whittaker a réussi à se relever, tout comme Kamaru Usman avait réussi à se relever. Mais qui nous dit que Dricus du Plessis va pas réussir à se relever à chaque fois? Dricus du Plessis, c'est un excellent grappleur. C'est un meilleur grappleur que Robert Whittaker. Et en plus d'être un excellent grappleur techniquement, c'est aussi une masse physiquement. Je le vois bien se relever face à Khamzat Chimaev. Si Robert Whittaker, qui a un corps assez peu avantageux pour la catégorie, a réussi à se relever, alors Dricus du Plessis, évidemment qu'il a de grandes chances de réussir à se relever, tout comme Robert Whittaker, tout comme Kamaru Usman, face à un combattant comme Khamzat Chimaev, qui lui vient de la catégorie inférieure. Je ne pense pas que Dricus du Plessis sera choqué de la force de Khamzat Chimaev. D'ailleurs, si un pourrait bien être choqué de la force de l'autre, ce serait bien l'inverse. Je pense que c'est plus Khamzat Chimaev qui peut être choqué du grappling de Dricus du Plessis. Il y a vraiment beaucoup de fans qui sont là à essayer de se rassurer en disant que Khamzat Chimaev va réussir à faire la même chose qu'il fait d'habitude. Personne n'a su l'arrêter. Pourquoi Dricus du Plessis réussirait à l'arrêter? Les gars, il y a beaucoup de raisons. Et ce serait, comme je le disais, tragique pour l'UFC que Khamzat Chimaev, avec le peu d'activité qu'il a,
devienne un combattant random de la catégorie qu'on fait affronter, je sais pas moi, Paulo Costa, Caio Borralho, des combattants comme ça. Ce serait vraiment dommage d'avoir un tel atout et de ne pouvoir l'utiliser que comme ça. Un peu comme c'était dommage pour Paulo Costa, c'était tout aussi dommage. C'était un atout de fou, on se souvient de la présence qu'il avait sur les réseaux sociaux, c'est du gâchis. Donc ce serait tragique pour l'UFC dans ce sens-là. Mais également dans l'autre sens, si Khamzat Chimaev devient champion, bah, avec le peu d'activité qu'il a, on bloque toute la division en fait. En réalité, je pense que c'est pas plus mal. L'UFC accepte ce genre de situation. On a eu Dean Thomas là récemment qui expliquait que si Khamzat Chimaev prend la ceinture, c'est une catastrophe pour l'UFC parce que personne ne va vouloir la défendre. En plus, il va peut-être prendre sa retraite. On se souvient qu'il y a quelques années, il y a 2 ans, il n'y a pas longtemps, il disait qu'il voulait prendre sa retraite, qu'il voulait plus du MMA. Même si aujourd'hui il nous dit qu'il est déterminé, qu'il revient, il a eu cette pensée à un moment. Et si cette pensée est née à un moment, c'est pour une raison. Un jour, il va satisfaire ce besoin, ce désir de vouloir prendre sa retraite. Un jour, il va le faire. Et ça risque d'être plus tôt que prévu, vu qu'il a déjà eu cette pensée. Et dans ce cas-là, il laisserait la ceinture à une catégorie du coup orpheline, où les nouveaux champions ne seront même pas considérés comme des champions, parce que lui a été champion et s'est barré sans se faire battre. Il briserait en fait la lignée de champions. Un peu comme Francis Ngannou a brisé la lignée de champions en partant de la catégorie heavyweight et la catégorie est en lambeaux jusqu'aujourd'hui. Un peu comme John Jones a brisé la lignée en partant de la catégorie light heavyweight et la catégorie est en lambeaux aujourd'hui. Un peu comme GSP avait quitté la catégorie welterweight en tant que champion et Dana White lui en avait voulu énormément pour ça, tout comme il avait quitté la catégorie middleweight en tant que champion et ça avait créé une pagaille sans nom. Donc en fait, c'est le cauchemar de l'UFC pour GSP, parce que du coup ça boucle la boucle. On se rappelle qu'il avait laissé la ceinture, que c'est Robert Whittaker qui l'avait finalement gagné en tant que ceinture intérimaire parce qu'on considérait que GSP était quand même le champion même s'il n'était pas là, un peu comme Thomas Spinal a gagné la ceinture. Et du coup, Robert Whittaker avait affronté Yoel Romero 2 fois. La première fois, c'était pour la ceinture intérimaire. La deuxième fois, il n'y avait pas de ceinture puisque Yoel Romero n'avait pas fait le poids. Et du coup, au cours de l'année, l'UFC a tout simplement décidé d'officialiser le fait que Robert Whittaker est champion. Mais le moment où Robert Whittaker a dû défendre sa ceinture en tant que vrai champion, il l'a perdu face à Adesanya. Donc finalement, le vrai champion, c'était qui? Adesanya. Entre-temps, il y avait Gastelum qui avait soi-disant gagné la ceinture parce que Robert Whittaker n'avait pas pu combattre. Bref, une situation bordélique que pourrait recréer Khamzat Chimaev s'il devenait champion et que pour une raison ou pour une autre, il ne pouvait plus combattre. Donc que ce soit un problème de visa, que ce soit un problème diplomatique, que ce soit un problème de santé. On sait aussi qu'il est proche de Ramzan Kadyrov, une relation qui est pas, qui lui sert pas beaucoup, disons, en tant que personnalité publique à l'international et en tant que combattant à l'UFC. Récemment, quelqu'un lui a demandé: est-ce que tu penses que tu peux faire partie de cette UFC à la White House? Et il a dit: vous croyez vraiment que je peux aller à la Maison Blanche? Regardez ma tête. Et je pense que plus que regarder ma tête, c'est regarder ma situation. Regardez ce que je représente, regardez avec qui je suis associé. Est-ce que vous pensez vraiment que je peux combattre à la Maison Blanche? Donc c'est tous ces empêchements, c'est toutes ces choses qui font que ça peut être aussi cauchemardesque pour l'UFC de l'avoir en tant que champion. Là, si en 2026 l'UFC réussit à organiser cet événement à la Maison Blanche, ce serait génial qu'ils puissent mettre Khamzat Chimaev dessus. C'est l'année prochaine, ils pourraient très bien le prévoir comme ça. Et ben non, c'est quelque chose qu'ils doivent cocher et complètement omettre, oublier. Vous n'aurez jamais Khamzat Chimaev à la Maison Blanche à cause de ses fréquentations politiques, disons. Tout ça pour dire que c'est un personnage à risque. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est une situation qui est arrivée plein de fois à l'UFC. On se souvient de ce que l'UFC avait fait avec John Jones. Ils ont accepté pendant une longue période que John Jones bloque la catégorie complètement, soit considéré comme le champion sans pour autant accepter de combattre. Ils peuvent très bien accepter ça pour Khamzat Chimaev parce que Khamzat Chimaev est une star et je ne sais pas trop ce qu'ils en tirent, mais c'est une situation en tout cas que l'UFC a tolérée plusieurs fois. Donc des deux côtés, ce serait une catastrophe, mais la plus grosse catastrophe, ça reste que Khamzat Chimaev perde et qu'il perde complètement une superstar en fait. Parce que Khamzat Chimaev, son star power, il repose entièrement sur son invincibilité, entièrement sur le fait que son style simpliste marche, est efficace. Donc le jour où son style simpliste ne marche plus, ça décrédibilise tout son personnage, tout tombe. Ça va exposer le fait que c'est potentiellement un des combattants les plus incomplets dans le top de cette division. Bref, Khamzat Chimaev ferait mieux de gagner ce combat. J'ai pas non plus parlé de l'investissement qu'ont fait les Émirats Arabes Unis, puisque du coup,
Un des problèmes de Khamzat Chimaev, c'est les problèmes de visa. Là, il a obtenu un des passeports les plus puissants du monde, les Émirats Arabes Unis, qui sont en train de tout racheter, que ce soit la boxe ou même le MMA. C'est pas qu'ils rachètent le MMA, on peut pas dire ça, mais on peut dire qu'ils participent en tout cas au milieu du MMA. En achetant entre guillemets Khamzat Chimaev, ce qui s'offre, c'est une personnalité du MMA qui est extrêmement connue. Mais s'il ne devient pas champion, si en plus de ça, il perd face à Dricus du Plessis et donc il est exposé en tant que combattant incomplet, et que donc il perd son star power et que ce n'est plus la superstar Khamzat Chimaev dans laquelle ils ont investi, c'est un gros problème. Et c'est un gros problème pas seulement sportif. Donc il ferait mieux de gagner ce combat, Khamzat Chimaev. Maintenant, si moi je devais émettre un pronostic avec tout ce qu'il y a, bah écoutez, je vais faire le même pronostic que j'ai fait quand il a affronté Robert Whittaker. Je vais faire le même pronostic que j'aurais fait s'il avait affronté Kamaru Usman dans des conditions normales. Je vais parier pour son adversaire parce que factuellement, il n'est pas complet. Factuellement, il a trop de trous. Factuellement, il suffit de parer un aspect de son jeu pour avoir beaucoup de chances de le battre. Du côté de Dricus du Plessis, il y a l'avantage physique, il y a le clair avantage en striking et il y a l'incertitude en grappling. Je pense que Dricus du Plessis peut défendre le grappling de Khamzat Chimaev. Kamaru Usman en a été capable, je pense qu'il en est capable. Robert Whittaker a réussi à se relever, je pense qu'il va réussir à se relever. Robert Whittaker est retombé, je pense qu'il peut retomber et se relever encore une fois. Robert Whittaker n'aurait pas tapé s'il n'avait pas la mâchoire déjà cassée. Il n'a pas la mâchoire déjà cassée, Dricus du Plessis. Donc, je vais parier pour Dricus du Plessis. Incendiez-moi s'il le faut en commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Si vous voulez parier sur l'application Winamax, sachez que dans tous les cas, vous ne pouvez pas perdre parce que Winamax vous rembourse jusqu'à 100 € pour votre premier pari et seulement pour votre premier pari. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et de rentrer le code KBA. Pariez responsablement. Je rappelle que ces jeux sont strictement interdits aux mineurs. C'est pas le seul combat intéressant de la carte. On va avoir le retour de Liron Murphy contre Aaron Pico. Personnellement, je vois Liron Murphy pour ce combat. On a le retour de Jeff Neal, un vrai test. Jeff Neal, les gars, rappelez-vous qu'il avait fait énormément de mal à Belal Mohamed. C'est vraiment le gatekeeper par excellence. Et là, il va essayer de gatekeeper face à Carlos Prates. Carlos Prates qui avait perdu contre Yann Gary dans un combat où il était clairement outclass. C'est un excellent combat. J'allais dire, je vais parier pour Jeff Neal. Mais l'attitude de Jeff Neal à l'approche de ce combat, elle m'inquiète. Il s'entraîne avec sa femme. Il est un peu sur la fin. On n'a pas l'impression que c'est un combattant qui a autant la dalle. Mais de l'autre côté, Carlos Prates, c'est pas non plus un combattant qui a la dalle. C'est un combattant qui est chill. C'est un combattant je suis sûr qu'il fume encore. Je suis sûr que on le voit. Il suffit de regarder son attitude. C'est un combat très difficile. Vraiment, cet UFC est excellent. Il est excellent. Je vais parler quand même Team Fighting Nerds. Je vais parler sur un retour de Carlos Prates. Je rappelle pour ceux à qui ça échappe, Carlos Prates, il fait partie de la Team Fighting Nerds, la team où il y a Jean Silva, Caio Borralho qui va bientôt affronter Nassourdine Imavov et Mauricio Ruffi qui lui va bientôt affronter BSD. Donc ce serait intéressant que Carlos Prates retrouve le chemin de la victoire. Je rappelle qu'avant sa défaite récente face à Yann Gary, toute la Team Fighting Nerds était invaincue, les 4 en tout cas. Donc ce serait bien qu'il retrouve le chemin de la victoire et qu'il rehausse la hype de cette Team Fighting Nerds. Ensuite, on a le combat entre Jared Cannonier et Michael Venom Page. Les gars, je pense que ça va être une boucherie de la part de Michael Venom Page. Jared Cannonier, ok, il est intéressant, il a une grosse patate, mais on se souvient de ce que Nassourdine Imavov lui avait fait. C'était grâce à la vitesse et grâce à la précision de Nassourdine Imavov que ce combat avait été remporté par TKO. C'était pas juste une simple victoire, c'était une victoire par TKO. Je pense que Michael Venom Page, carrément, voilà, j'annonce. Je pense que Michael Venom Page va mettre KO Jared Cannonier. Je pense que pour les autres combats, c'est un peu moins intéressant. Je vois bien King Green, Bobby Green perdre une nouvelle fois. Kaya Sakura, j'aimerais bien le voir revenir parce que c'est un des rares personnages de cette catégorie flyweight qui pourrait devenir une star et rehausser la hype de cette catégorie. Donc j'espère vraiment que Kaya Sakura va s'imposer et pouvoir revenir à terme face au champion qui est de toute manière imbattable, Alexandre Pantoja. C'est à peu près tout ce qu'on a sur cette carte magnifique de l'UFC 319. N'hésitez pas à me mettre vos pronostics en commentaire. Pensez à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.